Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans PL Club, une émission qui n'est pas culinaire mais qui vous permet de préparer et de digérer le copieux menu de Première Ligue du week-end avec Bruno. Salut. Bonsoir. Philippe. Bonsoir. Et Christian évidemment qui est là à distance mais qui va nous fournir les infos essentielles pour bien comprendre le week-end de Première Ligue. En attendant, on va quand même évoquer la situation des clubs anglais en Coupe d'Europe. C'est un petit peu le Brexit des Coupes d'Europe. 4 Anglais en première ligue, j'allais dire en Ligue des Champions. Une exécution. Une exécution pour Liverpool notamment, des défaites pour Tottenham, pour Chelsea et un partage en déplacement pour Manchester City. Je crois qu'il n'avait jamais encaissé autant de buts à domicile en Coupe d'Europe. Exactement, plus grosse défaite de Liverpool dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Il y a des cadeaux qu'on ne peut pas faire, même le match qu'ils ont gagné contre les Magpies, et ils ont laissé beaucoup d'occasions à l'adversaire. Alisson était l'homme du match et déjà là on le disait, mais c'est des choses à ne pas refaire à un plus haut échelon. Apparemment, ça n'a pas été entendu. Je pense qu'il y a une vraie crise de fond là. Du côté de Liverpool, certainement. Du côté de Chelsea, on va en parler dans cette émission. C'est pas la fête non plus. Tottenham, en ballottage, match retour face à Milan. Et puis City, on va dire un partage quand même du côté de Leipzig. Ça permet d'envisager une qualification. Et United aussi, quand même. Et United qui joue ce soir, 21h, à ne pas manquer sur Vous Sport World. Ce match retour face au Barça, bonne prestation, 2 buts partout au match aller. United, une équipe en forme, puisqu'elle est troisième. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une course au titre à 3 maintenant avec United, qui est à 5 points toujours d'Arsenal? Ouais. Il y a encore beaucoup de matchs. Il y a encore beaucoup de matchs, effectivement. Bon, je vous propose de commencer l'émission par un clip, celui des 3 plus beaux buts marqués le week-end dernier en Première Ligue. C'est parti. Zinchenko! What a time to score your first ever Premier League goal! Fantastic. What a great strike that is from a very influential player for Arsenal this season, Zinchenko. Bruno Fernandes. Onside Rashford. Marcus Rashford does what Marcus Rashford has been doing consistently for week after week. He has all the time in the world to be able to just pick his spot, and he loves that far corner. Far corner or near side, doesn't matter. That's emphatic, and that's the kind of mood he's in just now. World match set. L'art méticuleux du coup franc, ça fait combien? 17 pour James Ward-Prowse. Oui. Il est plus très loin du record détenu par David Beckham, 18. Ce sera peut-être pour cette saison. Peut-être. Pour Southampton. Oui, il faudra en tout cas pour Southampton pour pouvoir se sauver, même s'ils ont quand même été gagnés du côté de Chelsea. Est-ce que ça n'a pas plus de valeur avec Ward-Prowse que Beckham? Ils reçoivent quand même un peu moins de coups francs que les Red Devils à l'époque. Effectivement. Enfin, c'est hallucinant. Oui, c'est vrai. C'est un joueur très performant, en tout cas, sur les coups francs. Le bilan de cette 24e journée qu'on va effectuer en compagnie de Christian. Pas énormément de changements. Du changement dans la course au titre. On avait vu City revenir sur Arsenal. Arsenal qui a gagné dans les dernières minutes à Aston Villa. Pendant que City perdait des points à Nottingham Forest. C'est bien la preuve, Christian, que ça va être passionnant jusqu'au bout. Il reste encore 14 journées. Le seul changement de la semaine, ce n'est pas dans le ranking individuel, c'est simplement le nombre de victoires en déplacement qui a augmenté. Et donc, voilà, ça va être très, très dur de maintenir ce cap jusqu'au bout. Mais voilà, on est toujours à 46% de victoires à domicile. Et par contre, on remonte un peu au niveau des victoires en déplacement. Le duo, le couple presque, De Bruyne-Haaland, ils avaient réussi à marquer un but sur une passe de Bruyne, un but d'Haaland. Même Haaland, il n'a pas marqué le week-end dernier, il n'a pas marqué non plus en Ligue des Champions, mais c'est quand même un des duos les plus incroyables de cette saison en Première Ligue. Oui, ça se chamaille un peu, et puis sans doute qu'il aurait pu obtenir différentes choses aussi, Haaland. Je pense qu'il y avait quelques fautes sur lui qui ne sont pas sifflées aujourd'hui, mais quel duo d'exception. Et pourtant, ça ne suffit toujours pas pour être en tête de la compétition, puisqu'on ne perdait pas à Nottingham Forest. Oui. Et comme Christian me l'avait fait remarquer pendant le match, toujours cette zone préférentielle cherchée par City. Ils l'ont fait 25 ou 26 fois dans le match. Il a suffi d'une fois à Nottingham Forest pour prendre un point dans cette rencontre et surtout en faire perdre 2 à City. Comme quoi, il suffit d'être efficace une fois
et ça peut rapporter gros. Effectivement. Je vous propose cette semaine de partir sur la première rencontre du week-end, c'est celle de vendredi soir. Fulham face à Wolverhampton. On en parle après ceci. Rendez-vous donc ce vendredi 21h du côté de Craven Cottage. Fulham actuellement 6e avec 38 points. C'est déjà 10 points de plus que sur les 2 dernières saisons complètes en Première Ligue. Wolverhampton 15e, juste au-dessus de la zone de relégation avec 23 points. Mais on va commencer avec cette équipe de Fulham parce qu'elle a été habituée depuis, je crois, 5 ou 6 saisons à faire l'ascenseur, le yo-yo, monter en Première Ligue, descendre en Championship. Et là, il se présente comme un des candidats à une place européenne. Parce qu'ils sont invaincus en 2023, qu'ils n'ont encaissé que 3 buts, c'est assez exceptionnel. Ils ne marquent plus beaucoup. Ça fait un petit moment que Mitrovic n'a pas marqué. Oui. Donc, il y a quelque chose qui, peut-être offensivement, n'est pas encore exceptionnel, mais par contre, ils n'encaissent plus. Et pour avoir le même bilan sur les 6 derniers matchs qu'une équipe comme Arsenal, c'est la même chose pour les Wolves. On a 2 équipes en forme quand même qui vont s'affronter. C'est pas mal. Depuis la reprise, seul Manchester United a gagné plus de matchs que Fulham. C'est 7 pour United, 6 pour Fulham. Ouais, ils ont perdu 2 fois 1-0. Je crois que c'est Tottenham et Chelsea. Non, mais Manchester City, non, je crois que c'est Tottenham et Chelsea. Donc ça veut dire quand même que cette équipe est extrêmement difficile à battre. Et puis elle est devenue terriblement réaliste, ce qu'elle n'était pas il y a 2-3 saisons. Ça fait toute la différence. Être efficace, réaliste et ne pas prendre de but, ils sont peut-être candidats à la Ligue des Champions finalement. Il y a un équilibre intéressant du côté de Fulham avec Christian. Eh bien, on va justement voir qu'on peut presque diviser le classement de la Première Ligue en 2. Il y a 2 championnats. Il y a celui, en tout cas, entre les 5 premiers qui se disputent une qualification à la Ligue des Champions. Et puis, on voit que derrière, Fulham est le leader du, on va dire, peloton des poursuivants. Spécialement pour une équipe qui vient de Championship, quand on monte en Première Ligue, il faut se dire en fait qu'on n'a pas accès au top. Donc, en fait, il faut essayer de se créer psychologiquement le fait de pouvoir gagner une autre ligue, la ligue d'en bas, la ligue des autres équipes par rapport aux grosses Formule 1. Et voilà, donc on observe ceci. Et là, eh bien, ils sont excellents. Dans les matchs contre le top 6, évidemment, c'est 0. 0 plus 0 égale 0. C'est vraiment 0% de points pris. Par contre, contre le reste, c'est 75% de points pris. Alors, vous vous souvenez, même quand on avait évoqué Manchester City lorsqu'elle était championne, elle avait aussi une difficulté pour gagner contre les équipes du top, mais elle était très forte contre les équipes plus basses. Eh bien, eux, ils remplissent ça et c'est pour ça en fait qu'ils sont juste 6e, 7e. Ils sont juste en dessus du top 6 parce qu'ils parviennent à être les meilleurs de l'autre ligue. Ils sont toujours qu'à 3 points Newcastle, qui est 5e. Newcastle un petit peu en perte de vitesse. Mais voilà, c'est une équipe qu'il faut mettre parmi les candidats à une Coupe d'Europe. Pour ça, il va falloir que Mitrovic aille chercher des buts. Un petit but, son dernier but remonte au 1er ou au 3 janvier. Oui, 3 janvier, donc, exactement. Là, il va falloir évidemment qu'en plus d'un système défensif performant, parce que c'est en 2023 la meilleure défense, avec Brentford, 3 buts encaissés seulement, va falloir que Mitrovic soit présent déjà sur la pelouse. Il était blessé le week-end dernier, voilà. Ils ont quand même été gagnés à Brighton, c'est un candidat direct, c'est une grosse victoire pour Fulham, et il est incertain pour vendredi. Tout dépend de lui offensivement quand même, avec ses 11 buts, c'est quand même pas mal aussi. Mais avec la même défense et un Mitrovic d'exception, oui, l'Europe, oui. Comme dit Christian, il faudra battre les équipes du top. Il faudra prendre des points à un certain moment quand même. Voilà, c'est Newcastle et Tottenham, les 2 défaites en 2023. Il faudra battre des équipes qui sont devant eux pour arriver à être dans le top 4. Déjà être 6e, ce serait un exploit pour cette équipe de Fulham. Christian, en analysant surtout, on va dire, l'aspect offensif de cette équipe de Fulham, vous avez vraiment mis le doigt sur une particularité, même sur une énorme qualité de Fulham cette saison. On va assister pendant ce match vraiment à la bataille des flancs parce que depuis l'arrivée de Lopetegui, il y a des choses qui ont changé, on le verra plus tard. Mais ce qui est très, très intéressant, et je l'avais déjà évoqué dans un autre PL Club lorsqu'on avait parlé de Fulham, c'est de voir que cette équipe ne se contente pas uniquement du jeu rapide en étant une équipe entre guillemets plus faible, mais qui est capable aussi d'apporter beaucoup de surprises dans le jeu dominant et dans les phases arrêtées. Et là, ils sont excellents puisque centre, plus phases arrêtées, plus jeu de tête, ils sont vraiment exceptionnels dans la Ligue. Ici, ils ont 13 buts marqués sur centre. Évidemment, comme disait Bruno, c'est tellement dépendant de Mitrovic et surtout du jeu de tête de Mitrovic. Mais sachez quand même que les meilleurs de la Ligue, c'est Arsenal pour la zone optimale et Manchester City pour la zone optimale aussi, où ils sont à 15 buts. Eux, avec entre, je crois, 25 buts de plus pour Manchester City et 16 ou 17 buts de plus pour Arsenal. Donc, le ratio, le pourcentage
de centres efficaces utilisés par Fulham est vraiment énorme. Et donc, c'est vraiment une de leurs forces. Maintenant, probablement que les autres équipes commencent à comprendre que c'est pratiquement le plan A qui fonctionne tout le temps. Et donc, ils sont bloqués. C'est pour ça qu'ils marquent un peu moins. Et que Mitrovic, évidemment, est serré de plus près. Mais c'est quand même c'est quand même un peu de fraîcheur dans cette première ligue où on voit quand même que des équipes de ce niveau-là peuvent s'imposer dans le jeu dominant, un peu à l'instar d'Everton il y a 3 saisons sous Ancelotti. Et je trouve que c'est très agréable à observer. Mais malheureusement, il faut continuer ce chemin-là, sinon il va y avoir des difficultés. Ouais, ben c'est vrai que Mitrovic est absent, mais il y a des joueurs qui se mettent en évidence. Il y a déjà le retour au premier plan. Ça, c'est le comeback de l'année. C'est Willian, qui était parti très discrètement d'Arsenal après un passage raté, qui est retourné au Brésil, qui est revenu en Angleterre, la surprise générale, et qui est un des joueurs phares de cette équipe de Fulham. Et on n'oublie pas les 6 assists d'Andreas Pereira. Oui. Il a un rôle très important à jouer aussi, là. On a vu Bobby Reed, qui est un jeune joueur avec un potentiel intéressant. C'est pas tellement des stats individuelles. Bon, il y a Mitrovic, c'est vrai, mais c'est l'ensemble de l'équipe qui tourne bien et qui est... Dans le match à Chelsea, on l'avait vu, je crois que c'est vous qui le commentiez, Serge, c'est une solidité vraiment impressionnante. Et Willian a été excellent dans ce match-là. Il est monté au jeu, je crois, dans ce match-là. Il a vraiment été excellent. Il a un rythme, une condition physique qui lui permet d'évoluer au plus haut niveau. Ça aide beaucoup, évidemment, des équipes comme Fulham, je pense. Et les phases arrêtées, vous en avez parlé, Christian, notamment sur corner. Cette équipe de Fulham est extrêmement efficace. Qui dit jeu de tête performant dit les centres, mais dit aussi les phases arrêtées et les corners. Et donc, voilà, ils sont aussi les meilleurs de la Ligue pour le moment. Voilà, il y a 4 buts qui viennent de la droite, 4 de la gauche. Donc, c'est une arme qui est très importante pour une équipe de ce niveau-là. Il faut continuer à ce rythme-là parce qu'ils vont devoir gagner des points grâce à ça ou revenir au score quand ils sont menés. Mais une assise défensive, une bonne mise en place et le jeu de tête grâce aux phases arrêtées, c'est une formule qui fonctionne en Première Ligue. Et il faut vraiment continuer dans ce domaine-là. Avec un joueur qu'on ne connaissait pas il y a quelques semaines, qui est arrivé au mois de janvier, c'est Salomon, qui a marqué les 2 derniers buts, en tout cas victorieux de cette équipe de Newcastle, notamment le but à Brighton le week-end dernier. Manor Salomon, 2 buts en 2 matchs, un joueur arrivé du Shakhtar, un Israélien. Alors, recruter intelligemment aussi, c'est tout l'inverse d'une équipe comme Nottingham qui prend tout ce qui bouge. Ou Chelsea ? Oui, mais enfin, ce n'est pas les mêmes conditions. Non. Nottingham, c'est pour se sauver aussi. Ils avaient 18 joueurs transférés en été, ils en ont rajouté 7 en hiver, 25, ça fait 2 équipes complètes. Ici, à Fulham, je pense qu'il y a 2 joueurs qui sont arrivés pendant la trêve hivernale, et c'est tout de suite un joueur qui est efficace, qui apporte quelque chose. Vous me direz, Chris Wood a marqué aussi contre City, donc c'est qu'il apporte aussi quelque chose, mais quand même, ça montre aussi, encore une fois, qu'on reste dans le cadre de ce qu'on a fixé la saison passée, on continue à travailler de la même manière, et on remplit certains trous avec intelligence, on a cherché de bons joueurs qu'on ne connaît peut-être pas, mais qui montrent tout de suite qu'ils sont efficaces. On essaie aussi de travailler avec intelligence et dans la continuité du côté de Wolverhampton. On sait que c'est une équipe qui va servir notamment dans le championnat portugais, voire dans le championnat espagnol, avec un manager espagnol qui est arrivé, Julian Lopetegui, qui était là juste avant la Coupe du Monde, qui a quand même eu quelques semaines pour préparer. Ça va mieux depuis que le manager espagnol est là. Ils sont sortis de la zone rouge en tout cas, mais ils ne sont pas encore sauvés. Ils marquent un peu plus, même si... 17 buts depuis le début de la saison. Dont 2 contre son camp, donc 15 buts marqués. Et vous avez là Ruben Neves, 5 buts, et Podence, 5 buts. Donc vous avez 2 joueurs qui marquent quasiment la totalité des buts. Vous n'avez pas un donneur d'assist à plus de 3 assists, ou à plus de 2 assists. Il n'y en a pas un à 3 assists. Donc, il n'y a pas de buteur non plus. Il y a quand même Costa, il y a Solanke, il y a Jiménez. Donc quel avenir quand ces joueurs-là sont maîtrisés ? Difficile à dire. Ouais. C'est vrai que ça a changé. Ils ont un peu augmenté leur capacité. Ils ont fait un 3-0 contre Liverpool. Oui, bon. C'était un peu l'exception qui confirme la règle que Wolverhampton marque très peu. Donc c'est très, très mitigé. Ils alternent le bon et le mauvais pour l'instant. Il faudra quand même plus de bons que de mauvais d'ici la fin de la saison pour se sortir de la zone d'ange, j'ai l'impression. Il y a plus de bons que de mauvais depuis que Lopetegui est arrivé, en tout cas, Christian. En tout cas, pour le moment, le bilan, il est acceptable parce que cette équipe allait vraiment mal. Elle ne marquait pas beaucoup de buts. Excite Costa, Jiménez, Traoré qui ne fait plus partie des plans. Et puis voilà, il a quand même, sur 8 matchs, il a pris 13 points. Il a pris 54% des points. Il est quand même à 9 buts marqués, 8 buts encaissés. Pour le moment, le bilan est bon. Mais je ne suis pas étonné parce que je l'ai suivi depuis plusieurs années avec ce qu'il a fait à Séville
Et il ne faut quand même pas oublier qu'il a gagné l'Europa League en 2020 face à l'Inter de Milan. Il a quand même mis un système en place. Et on va voir plus tard dans l'analyse qu'il y a beaucoup de similitudes entre le Séville de cette époque-là et le Wolverhampton de maintenant. Alors justement, dans cette analyse que vous avez pu faire, vous êtes remonté jusqu'à ces prestations et performances à Séville. Vous avez remarqué qu'avec le Lopetegui, ça passe aussi souvent par les flancs et même plus particulièrement avec le flanc droit. Oui, en faisant l'analyse, je suis reparti sur la campagne d'Europa League en 2020. Quart de finale Wolverhampton, il marque et il se qualifie sur un centre venant de la droite de deuxième zone. Après, il joue Manchester United, il marque centre venant de la droite. Et après, en finale contre l'Inter de Milan, le premier but de Luc de Jong est marqué sur un centre de Jesus Navas. Donc c'est quelque chose que j'ai été observé à travers les 3 dernières saisons. Il y a un passage pratiquement exclusif par le flanc droit et l'utilisation des centres. Et maintenant, on regarde, il y a 8 buts marqués, je crois, ou 9 buts depuis qu'il est arrivé. Il y en a 8 de plein jeu, il y en a 6 sur centre, il y en a 5 qui viennent de la droite. Donc ces choses se répètent. Et donc, comme je le disais en début d'émission, on va devoir quand même observer ce qui va se passer sur les flancs, parce que Fulham utilise énormément les flancs et les centres. Wolverhampton, c'est pareil. C'est 2 équipes qui encaissent très peu. Donc, ça va vraiment se jouer là. Et j'invite le téléspectateur à observer plus particulièrement les duels qui vont se jouer sur les flancs pendant ce match-là. On peut parler vraiment de modèle à partir du moment où on voit que cette équipe et cet entraîneur, même avec différentes équipes, privilégie toujours le passage par un côté, par les flancs et notamment par le flanc droit. C'est important. Ici, les deux buts face à Liverpool, on voit une équipe complètement statique, mais on voit bien qu'il y a des récurrences et que c'est très, très important. Je me réjouis. Je cherchais un angle d'attaque pour le direct de vendredi soir. C'est vous qui serez aux commentaires. Je l'ai trouvé. Bon, on vous souhaite en tout cas des buts parce qu'un match aller, c'était 0-0. Et Fulham n'a quand même plus battu Wolverhampton depuis, je pense que c'est 5 matchs, et n'a plus marqué dans les 4 derniers duels face à Wolverhampton. Donc il y a de l'enjeu quand même. De l'enjeu européen pour Fulham et l'enjeu du maintien pour Wolverhampton. On ouvre la journée avec ça. C'est pas mal, vendredi soir. C'est pas mal. De toute façon, Craven Cottage est toujours un endroit très sympathique où on peut se déplacer parce que c'est un stade à l'ancienne et parce qu'il y a toujours de l'ambiance. Ce sera donc un match idéal pour ouvrir cette 25e journée de Première Ligue. Mais là, on va se diriger vers le match au sommet, en tout cas le match le plus prestigieux du week-end. C'est Tottenham face à Chelsea. They don't like us, we don't like them. I hate them more than I hate Arsenal, if they're saying something. The history of this game, the mood of this game, the heat of this game for generations. The game's over, the battle isn't. Bale going it alone and scoring for Tottenham. Noise, loud, commotion. Chance here. Oh, that's a goal fit to win any game. Chelsea are so deadline. Get out of here, man. Get out of here. We will always be the big dogs, and you know it. Diego Costa. Iniesta. Runs Jorginho. Son on the way. And Ziyech spins one gloriously. Wow. Plenty of air underneath it. Harry Kane. A massive goal for Tottenham. Can you give a message to the Spurs fans ahead of the Chelsea game? Bon, on a compris le narratif dans cette présentation de la Première Ligue. C'est un derby corrosif entre 2 équipes qui, Bruno, ne s'apprécient pas trop. Oh que non, il y a une rivalité immense. Alors, Tottenham, 4e, a repris la 4e place ce week-end avec 42 points, donc a dépassé Newcastle. Chelsea, par contre, 10e avec 31 points seulement. Bon, ce sera quand même un derby un peu plus pacifique qu'au match aller. Souvenez-vous, c'était 2-2 au Bridge et ça s'était terminé sur une empoignade entre Antonio Conte et Thomas Tuchel. Il y en a un qui est parti de Chelsea et l'autre qui est en convalescence en Italie. Donc ça pourrait être un peu apaisé quand même. Est-ce que Cucurella va mettre un bandeau sur ses cheveux pour éviter le problème? On va peut-être découper avant le match. Ouais. Je pense pas que ce sera un match apaisé. Non, c'est pas le style de la maison. Il y a tellement de pression sur Chelsea aussi. Sur les 11 matchs qu'ils ont joués, toutes compétitions confondues depuis la Coupe du Monde, 11 buts encaissés, 6 marqués. Oui, on va en parler de Chelsea d'ici quelques instants parce que les résultats sont catastrophiques. Là, on peut vraiment utiliser le terme. Mais commençons avec cette équipe de Tottenham, Christian, qui fonctionne, on va dire, sur courant alternatif parce qu'il y a des victoires vraiment convaincantes et puis des défaites surprenantes depuis maintenant quelques semaines.
Oui, depuis 2023, c'est 50-50, c'est-à-dire que soit c'est une défaite cuisante avec des fois 2 à 4 buts encaissés, soit ce sont des victoires avec 4 victoires, 4 clean sheets, avec quand même 2 matchs où ils gagnent 1-0, mais voilà, c'est quand même, ils parviennent à garder le 0, donc c'est quand même important de pouvoir se rassurer, mais malheureusement, ça alterne. Bon, alors ça va un peu mieux depuis 4 matchs, mais depuis le début de 2023, on ne sait pas en fait s'ils savent ce qu'ils font, on ne sait pas s'il y a un jour ça va, un jour ça va pas, donc voilà, ça remet un peu toujours en question ce qu'on dit par rapport aux analyses, c'est que finalement, est-ce qu'ils savent ? La réponse de Bruno. Ce qu'on sait, c'est que sur les 4 défaites, ils ont énormément encaissé. Il l'a dit, Christian, 12 buts, mais 4 matchs où Kane n'a pas marqué. Donc on a quand même un fil rouge. Oui. Quand Kane ne marque pas, il y a défaite. Oui, effectivement. Bon, ce sera Christian Stellini qui sera sur le banc à Tottenham. Et comme par hasard, les 2 matchs où il était sur le banc et que Conte n'était pas là après son opération, c'est 2 victoires à domicile, une face à Manchester City, l'autre face à West Ham. C'est pour ça qu'on le laisse. Effectivement. West Ham, ça n'a pas été trop compliqué parce que West Ham a quasiment 0-0 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été plus facile. Quasiment rien produit c'est vrai. offensivement. City, c'est quand même beaucoup plus marquant comme victoire. Même, bon, voilà. Il faudra confirmer. Chelsea, c'est une bonne occasion de confirmer puisque c'est une équipe qui va mal. Normalement, ils partent favoris. Alors, dans le modèle de ces dernières semaines, modèle offensif, il y a Kane, évidemment, 17 buts cette saison. Il a battu le record historique du meilleur buteur de l'histoire de Tottenham. Mais vous avez remarqué qu'il y a un petit changement peut-être dans la manière de marquer et d'être efficace au niveau offensif, Christian. Dans les saisons précédentes, on avait bien expliqué sur la timeline qu'avec Espirito Santo, c'était le passage par l'axe. C'était avec Mourinho, c'était le passage par l'axe, c'était le jeu rapide. Et puis Conte, cette saison, il a voulu changer un peu. Il y a cette obsession d'aller recruter des ailiers et donc de vouloir passer par les flancs avec Kulusevski, avec Perisic, tout ça. Donc, on a essayé vraiment de vouloir changer la manière. On a vu que ça ne fonctionnait pas. Et puis maintenant, quand on observe le modèle offensif depuis quelque temps, on repasse de nouveau par l'axe. Il y a de nouveau 8 buts. Il y en a 2 qui viennent de très loin, 3 de la zone centrale et puis 1 qui se rapproche près du but comme origine. On a décidé de revenir aux fondamentaux. Et c'est pour ça, en fait, que maintenant, on retrouve aussi le duo Kane-Son où voilà, il y a une envie d'aller plus rapidement vers le but, de ne pas devoir construire. C'est pour ça, je pense aussi que Son a perdu perdu de son efficacité, de sa performance qu'il avait l'année passée. Et maintenant, on revient aux fondamentaux, ce qui a fait Tottenham sur les dernières années. Et je crois que c'est un modèle qui convient beaucoup mieux à cette équipe. Et ça devient quand même de plus efficace. Voilà. De nouveau, une balle qui vient de très loin, une balle en profondeur, un ballon prolongé et un face-à-face. Voilà, c'est quelque chose qu'ils doivent retrouver à un certain moment quand on veut changer quelque chose, et c'est très bien. Il faut évaluer, il faut observer. Si ça ne fonctionne pas, on revient vers quelque chose qui est plus basique et qui permet en fait d'être beaucoup plus efficace. Et en tout cas, la connexion est à nouveau établie entre Son et Kane. On le voit, c'est le deuxième but face à West Ham dimanche dernier. Sur une passe de Kane, Son marque. Son qui était sur le banc. Oui. Il a l'air d'être plus efficace cette saison quand il est remplaçant et quand il peut venir faire la différence en deuxième mi-temps. Il a 90% de temps de jeu et qu'on rejoue avec des passages par là comme ça, qu'il retrouve son duo avec Kane, il sera d'office plus performant sur l'ensemble de la saison. Mais le premier but était intéressant aussi parce que ce sont quand même les 2 arrières latéraux. Il était magnifique le premier but. Qui combinent pour aller terminer dans l'axe. C'est rare de voir ça. C'est le petit changement parce que Ben Davies, qui est plutôt parmi les 3 défenseurs axiaux, a été déplacé sur le côté gauche. Emerson Royal, depuis l'arrivée du concurrent notamment Pedro Porro, a l'air d'être beaucoup plus intense dans ses matchs, plus à l'aise. Donc cela, on fait la différence. Ça peut être intéressant pour ce week-end aussi. Oui, ça confirme tout à fait ce que Christian nous montre sur le changement de physionomie des schémas de Tottenham. Est-ce que Conte est convaincu? C'est peut-être ça qu'il faut savoir. Maintenant, il est un peu malade. Donc... C'est peut-être Stellini qui prend les décisions et qui fait que cette équipe... Que ce soit Kulusevski ou Bentancur, c'est des joueurs qui ont une certaine importance aussi. Alors Bentancur est blessé jusqu'à la fin de la saison. Oui, mais il est bloqué à 70% de temps de jeu. C'est peut-être aussi... Et Kulusevski, c'est moins de 60% de temps de jeu. Donc, il y a peut-être aussi un rapport là. Et sur le duo... Kane, Son, on sait qu'ils ont le record de buts, assists de l'un vers l'autre, un record historique en première ligue. Ils en sont maintenant à 45, si ma mémoire est bonne. Voilà.
Kane est efficace cette saison, Son l'est beaucoup moins. C'est peut-être dans l'explication de Christian pour la dernière aussi. partie de la saison, c'est peut-être la garantie d'arriver à être dans le top 4. Après, vous avez quand même un certain type de joueur où tout est là dans... Je dévore des espaces. Mais je dévore des espaces. 1 saison, 2 saisons, 3 saisons. Et il faut pouvoir accepter qu'à un moment donné, pendant 3 mois, le joueur soit un petit peu... il y a une grosse différence. C'est 23 buts la saison dernière pour Son, seulement 5. Ça se joue peut-être aussi sur cet impact physique et la façon dont les espaces sont digérés. Christian, un dernier mot sur cette équipe de Tottenham. Moi, je me pose une question dans la gestion. Je disais pendant les explications qu'il y avait une obsession de recruter des ailiers. Mais qu'est-ce qui se passe avec Richarlison? Ils ont fait venir Danjuma maintenant, qui est quand même un gars qui est super bien coté en Liga. Il n'a pas encore joué 1 minute ou très peu depuis qu'il est arrivé. On a Kulusevski, Bruno disait, il y a 60% de temps de jeu. Il y a Brian Gill qu'ils ont acheté 25 millions, qu'ils ont réenvoyé maintenant à Séville. C'est quoi qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir construire une équipe en développant les flancs, ou est-ce que c'est simplement certaines transactions qui sont faites? Mais en tout cas, toutes ces venues d'ailiers ne se retrouvent pas en fait dans le modèle de jeu offensif de l'équipe. Et on voit réapparaître Skip, qui n'avait plus joué depuis très longtemps. Justement pour remplacer Bentancur. Mais pour jouer aussi dans un rôle plutôt axial, c'est pas un joueur de flanc non plus. Donc il y a des choses qui changent pour l'instant, j'ai l'impression. Alors si on se pose des questions sur la manière de fonctionner de Tottenham, que doit-on dire sur Chelsea? Plus rien. Plus rien, tout a été dit. C'est le marasme, c'est la marque Chelsea qui est attaquée aujourd'hui. C'est plus une problématique d'équipe et de jeu. Il y a vraiment la marque qui est en train de s'effondrer. C'est 2 victoires sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues maintenant. C'est catastrophique. 8 victoires en 23 matchs. Qu'on entend dans la presse, c'est de nouveau prévoir pour l'été l'achat de nouveaux joueurs. Ils sont sur des coups encore. Alors les rumeurs, il faut s'en méfier évidemment, mais ça vient quand même de journalistes anglais qui sont plutôt bien informés. Pochettino aurait refusé ces derniers jours de prendre la place de Potter. Potter est toujours le manager, mais après notamment la défaite de ce week-end face à Southampton, qui est quand même la pire équipe de Premier League, ça devient intenable. Harry Redknapp est contacté peut-être. Vous imaginez ce qu'ils ont fait avec Potter, aller le chercher au prix le plus fort, lui donner un contrat de 5 ans. Je suppose que Potter a mis toutes les clauses possibles et imaginables. C'est la totalité du contrat de 5 ans qui sera payé s'il est viré demain matin. On n'est plus à quelques millions, quelques dizaines de millions près quand on dépense 600 millions en joueurs. Et il n'y a toujours pas de numéro 9. On a oublié d'acheter un numéro 9 quand même du côté de Chelsea. Ça veut dire qu'il n'a pas son mot à dire dans le recrutement. On ne peut pas penser qu'un entraîneur comme Potter, qui a quand même prouvé à Brighton qu'il savait faire des choses, n'est pas pensé qu'il a besoin... Non, bien sûr, mais... Est-ce qu'il a son mot à dire? Enfin, c'était un piège terrible en fait dans lequel il est tombé. Il va être condamné combien d'années à s'en remettre lui Parfois gagner à l'euro-million, c'est un piège. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, c'était quand même. Ça se refuse pas. Chelsea, quand on est à Brighton, je veux dire, c'est une manière de monter dans sa carrière, faire évoluer sa carrière. Donc c'est normal qu'il ait accepté. Mais ça peut être un piège effectivement. Effectivement. Bon, en tout cas, les résultats de Chelsea, on l'a dit, sont catastrophiques, Christian. Oui, on a évoqué pendant 2 saisons, il a été le spécialiste avec Brighton des expected points. Donc, il devait les prendre, mais il ne les a pas pris. Et donc, cette équipe a été surcotée et ça lui a fait sa réputation. Et donc, ici, en fait, il est aussi, puisqu'on va le voir tout à l'heure dans l'aspect défensif, il est bien, mais il est aussi dans les expected points, puisqu'il doit les prendre, mais il ne les prend pas. Et donc, si on regarde l'état de forme de cette équipe depuis le début de la saison, alors... 10e après 20 matchs, c'est vraiment pas terrible. Mais après, plus on se rapproche maintenant de ces matchs-là, les 15 derniers, il est 15e au classement. Les 10 derniers, c'est 14e. Maintenant, les 5 derniers, il est 16e au classement. 16e, c'est vraiment juste devant la relégation. Je pense, en fait, est-ce que peut-être que sa réputation va être finalement qu'il sera l'entraîneur qui devait prendre les points qu'il n'a pas pris, en fait. Est-ce que c'est l'expected manager? Parce que maintenant Christian en parle, j'ai aussi entendu cette semaine que ils ont marqué 4 buts en championnat en 2023, mais que les expected goals, donc les buts attendus, étaient 4 fois plus élevés, donc c'était plus ou moins 16. Mais c'était le cas à Brighton aussi, il me semble, avec Potter. C'est fascinant quand même, parce que vous payez les coachs qui ont des résultats, et puis vous payez les coachs avec des résultats fantomatiques. Et vous les payez aussi cher. Des résultats attendus. Oui, mais vous les payez aussi cher. Moi, je trouve ça fantastique. Ça n'existe pas dans le journalisme, ça. Il faudrait peut-être l'inventer. Et puis, qui va avoir envie d'aller jouer dans ce cirque-là avec tous ces joueurs qui sont arrivés? Comment faire une équipe avec tout cela? Il y a
je suppose, plein de C'est là que le joueurs problème de la marque qui ont est envie d'y aller. Ah oui. Ouais, je Non, de suis joueurs, pas oui, certain. mais d'entraîneurs. Quel entraîneur a envie de se Bah, retrouver dans un vestiaire Pochettino où aurait refusé, en tout tout cas. le monde se regarde en se disant, mais t'es qui, toi, tu viens d'arriver ou il y a longtemps que t'es là? Ça doit être effrayant quand même. de Ouais, jouer là, une on équipe. est dans la caricature, mais effectivement, il y a quand même 5 ou 6 joueurs qui sont maintenant dans l'11 de base à chaque match et qui sont arrivés au mois de janvier. C'est énorme. Donc, c'est pas que la faute de Potter. Ah non, je pense pas. On a recruté dans tous les sens, mais où est le projet sportif dans cette histoire? Et même s'ils sont éliminés en Ligue des Champions, on va se dire, ok, cette fois il va sauter, mais qui va venir? C'est peut-être le match le plus important de la saison maintenant, le match Probablement. retour. Et encore une fois, selon les journalistes anglais, les dirigeants américains de Chelsea sont persuadés qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. C'est mal barré, Oui. mais c'est pas fini. Non, c'est pas Non. fini. Ça t'es battu qu'à 0 quand même. 1-0 à Dortmund, c'est ça, hein? 1-0 à Dortmund, ouais. Match retour du côté de Stamford Bridge. On va quand même essayer de trouver un point positif dans cette équipe de Chelsea, Christian. Notamment, l'aspect défensif, c'est pas vraiment ce qui inquiète du côté de Chelsea. L'aspect défensif est bon. Et depuis l'arrivée de Potter, c'est excellent. On va le voir, il est meilleur défensivement que Manchester City, il est meilleur que Arsenal et il est juste un peu derrière Newcastle qui est le summum de la Ligue pour le moment. Donc pour le moment, le travail défensif et la mise en place défensive, elle est excellente. Mais malheureusement, ça c'est bien pour des équipes qui doivent se sauver. Mais après, il faut transformer en aspect offensif et en modèle offensif si on veut avoir un tout petit peu de compétition avec les équipes de son rang. Donc voilà, on attend, on le répète chaque semaine. On voudrait que ça passe maintenant de cet aspect défensif performant vers un aspect offensif performant. Il manque peut-être qu'un déclic, parce qu'après le moment où on défend bien, qu'on encaisse peu de buts, il faut aller les marquer. Et là, c'est le gros problème. Vous l'appelez comment le déclic? Vous avez Havertz, meilleur buteur avec 5 buts. Oui. Sterling, c'est 4 buts. 5 plus 4, ça fait 9. Mais ils n'ont pas de numéro 9 réel aujourd'hui. Donc, c'est Fofana qui a joué le week-end dernier. ils en ont noyé quelques-uns, là, des des buteurs. Hein, sur les 15-20 dernières saisons, il y en a très peu qui ont réussi. Il y en a eu. Il y en a eu. Très peu. Drogba, Costa. Voilà. Donc, il y a peut-être plus d'argent pour acheter un vrai numéro 9. Ouais. Bon, après, ils ont gagné la Ligue des Champions sans véritable numéro 9 non plus. Donc, il y a Et moyen de Agüero, faire des on ne peut pas aller le rechercher. C'est fini. C'est vraiment trop tard. Non, il ne peut plus. Ok. Il peut plus. Fini. Bah, il y a des jeunes aussi non, à Chelsea. Oui. Ils n'ont pas un seul attaquant qui soit potentiellement. Bah, il y a un joueur Broya, peut mais jouer. qui est blessé. Oui, mais des plus jeunes encore. Ils ont une école de jeunes quand même fantastique. Ils prêtent des joueurs partout. Et moi, je comprends pas. Je comprends pas comment on gère un club comme ça. Quand vous avez Lukaku, vous n'envoyez pas de Oui. centre dans le rectangle. Donc, je veux dire, ils font comment? Oui, c'est vrai qu'ils en ont un finalement, Bah mais oui. qui est à l'Inter. Ils vont devoir le financer encore. Christian, votre avis sur cette problématique du côté de Chelsea qui ne parvient plus à marquer? Avant le rachat par les Américains, il faut quand même savoir que, comme disait Philippe, ils ont une école, enfin pas une école de jeunes, mais ils ont quand même été recrutés plein de jeunes partout. Ils ont Broja, ils avaient Connor aussi qui était à Crystal Palace, qui avait super bien fonctionné. On était quand même avec des joueurs qui ont parcouru l'Europe, qui ont été faire de l'expérience, qui sont revenus, qui étaient cotés. Ils ont vendu beaucoup de joueurs, notamment ils ont vendu des joueurs à 20 millions, des défenseurs à Fulham et des choses comme ça. Donc ils ont un vivier étonnant et vraiment impressionnant. Mais apparemment, peut-être que dans la structure actuelle avec les nouveaux propriétaires, peut-être que qu'est-ce qu'ils font avec tous ces joueurs en fait? Les joueurs qui sont sous contrat, les jeunes qui sont partout et les nouveaux qui viennent d'arriver. Il doit y avoir un nombre incroyable de joueurs dans cette équipe. Oui, c'est pas clair. En tout cas, avec la nouvelle direction, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements parce que à peu près tout le monde a été changé, remplacé dans l'organigramme de Chelsea. Bon, ils ont marqué 4 buts en 2023. C'est peu. Je vous propose quand même de les voir, de profiter des 4 buts marqués qui n'ont pas rapporté énormément de points. Cette équipe est toujours 10e, à 11 points de la 4e place. Est-ce qu'on peut encore espérer pour Chelsea une qualification à la prochaine Ligue des Champions? Non. Sur ce qu'ils montrent actuellement, ça paraît complètement impossible. En plus, regardez, ils ont marqué 4 buts, il y en a déjà 2. Il y a quelques buts de raccro, effectivement, avec des circonstances favorables, comme dirait Christian. C'est quand même plus qu'inquiétant. Hein. 2 buts de raccro, une phase arrêtée. J'attends impatiemment le 4e. Bon, ça, c'est un vrai but. Non, mais on peut pas dire. là, c'est bien ici. Ici, c'est bien parce que c'est quand même une combinaison travaillée sur phase arrêtée. Donc ça prouve quand même qu'il y a quand même un peu de travail. Et puis, mais voilà. Mais maintenant, avec des joueurs de cette trempe-là, il faut vraiment multiplier par 5 pratiquement le nombre de buts là. Ouais, Joao Félix, en tout cas, a montré Lui des est choses potentiellement intéressantes. un attaquant quand même qui marque des buts. Mais enfin, ça n'a pas été un attaquant foudroyant non plus pour l'Atlético Madrid, mais pourrait le devenir. Il a le talent pour l'être. Bon, en tout cas, Chelsea partira favori dans ce match. Vous savez pourquoi?
parce que Tottenham n'a jamais battu les Blues dans leur nouveau stade. Il y a déjà eu 3 matchs au Tottenham Hotspur Stadium depuis l'inauguration et à chaque fois, Chelsea s'est imposé. Ils vont changer la pelouse rien que pour ce match-là. Voilà donc pour cette rencontre, les rendez-vous du week-end. Ça commencera donc vendredi soir avec Bruno du côté de Fulham. Goals of the Day. Il n'y a pas de match à 13h30 parce qu'il y a la finale de la Coupe de la Ligue. Il n'y a que 8 matchs de Première Ligue, il faut évidemment le préciser. Merci Philippe. Et dans Goal of the Day, on suivra Leicester-Arsenal forcément, puisque City joue après à Bournemouth, donc c'est toujours la course pour le titre. La possibilité pour Arsenal de mettre de la pression quand même sur Manchester City, qui reste sur 2 partages en championnat, en Ligue des Champions. Crystal Palace, Liverpool, samedi soir, horaire un petit peu particulier, mais comment Liverpool va se remettre de cette déconvenue en Ligue des Champions? Un seul match le dimanche à 14h25 parce qu'il y a la finale de la Coupe de la Ligue entre Manchester United et Newcastle le dimanche en fin d'après-midi. Attention, il y a aussi des rencontres de Missman, Bruno. Et ça permettra à tout le monde d'arriver avec un classement et nous permettre d'avoir une vraie vue sur le classement. Arsenal-Everton, c'est vraiment intéressant comme confrontation. Et puis une revanche à prendre pour les Gunners qui ont été battus à Everton il n'y a pas longtemps. Et Liverpool face aux Wolves. Là aussi, c'est une revanche. Je crois que le terrain sera en bon état, Arsenal, cette fois. Voilà pour les prochains rendez-vous en Première Ligue. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, que voici, que voilà. On vous souhaite de passer un excellent week-end de Première Ligue sur vous Sport World en compagnie de Bruno. Avec grand plaisir. En compagnie de Philippe. Avec grand plaisir. Et on retrouve évidemment Christian jeudi prochain pour un nouveau PL Club. Merci Christian. Merci beaucoup. Bonne semaine. On vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye. Johnson breaking the deadlock. Rodri got completely free. Salah. It's Joe Felix. Leandro Trossard, what an introduction.